en décembre. Voilà, je rappelle que ce groupe PME appartient à la cellule recherche qui donc développe plusieurs types d'actions. Et l'objectif de ces actions, c'est d'acculturer la Fédération française badminton autour du chapitre recherche scientifique, puisque jusqu'alors, ou de façon très épisodique, la recherche scientifique n'existe pas à la fédération, sauf autour de la haute performance, autour des data scientists des athlètes qui sont sur l'INSEP. Voilà, donc l'idée c'est de distiller un petit peu, et on a besoin de vous, vous en doutez, de distiller un petit peu l'identité scientifique au sein de la fédération, qui nous semble fondamentale. Et c'est pas chose facile, mais donc c'est pour ça que le groupe PME et les différentes actions qu'on fait autour de la cellule, on espère en tout cas vous développer effectivement cette acculturation de la fédération française de badminton. Je rappelle, et je laisse la parole après à Corentin, qu'on a 1 heure à être ensemble, de 20 minutes à 30 minutes pour Corentin, qu'il nous fasse part un petit peu de son travail autour de la préparation mentale. Ensuite, il y aura un temps, et comme on est quand même 29, si on peut le faire à l'oral, on le fait à l'oral, sinon ce sont des questions qui seront posées à l'écrit, mais on va tenter à l'oral. Donc voilà, on est quand même pas, on est que 2000, donc ça va. Et au retour de ça, donc il y aura une petite synthèse dans les 10 jours avec le replay et les documents que Corentin nous aura diffusés, qui vous seront envoyés, en sachant que j'ai un petit problème avec le replay. Certains n'y arrivent pas. Donc j'essaye de contrecarrer ce problématique-là. Je vais vraiment essayer. Et peut-être qu'on va, mais ça je demanderai aussi à mes collègues, peut-être le mettre sur le web TV de la fédération, pour que ça soit disponible pour tout le monde. Voilà, j'en ai fini. J'ai essayé de ne pas être trop long. Et je laisse la parole à Corentin. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais prendre la parole maintenant. Je vais directement vous partager mon écran. Voilà. Voilà, je vous laisse me confirmer, Michel, on voit bien l'écran. Pour moi, c'est bon. Je pense que pour tout le monde, ça doit l'être aussi. Allez, parfait. Parfait, parfait. Donc bonjour à tous. Comme Michel l'a dit, je vais vous parler aujourd'hui donc de préparation mentale. Et pour être exact, comment la préparation mentale permet d'atteindre un niveau optimal de performance. Donc avant de démarrer, je vais vous faire une brève présentation de qui je suis. Donc je suis préparateur mental à mon compte depuis désormais 3 ans. J'ai fait mes études à l'UFR STAPS de Montpellier, qui possède l'un des rares masters en France spécialisés sur la préparation mentale. Et je suis également accrédité par la Fédération française de psychologie du sport en tant qu'intervenant spécialiste en psychologie du sport. Parce que malheureusement, à l'heure actuelle, le titre de préparateur mental n'est pas protégé. Donc tout le monde en soi peut se déclarer préparateur mental, ce qui peut entraîner des dérives. Donc ce label de la Fédération française de la Société française de psychologie du sport permet de garantir en fait la qualité de la formation suivie par les professionnels. Et les professionnels accrédités se doivent de respecter un code de déontologie également. Voilà. À côté de ça, je suis également moi-même, à titre de loisir, joueur de badminton. Donc, je suis licencié depuis des années. Je connais un petit peu le milieu, hein. Je suis moi-même compétiteur régulier. Je suis R5 hein, sur les 3 tableaux et j'entraîne un petit peu dans un club au nord de Montpellier. Donc, je connais un peu le milieu. Pour en revenir donc sur le travail que je vais vous présenter.
Donc, avant toute chose, je tiens à bien expliquer et bien préciser ce qu'est la préparation mentale et ce qu'elle n'est pas. Parce qu'on a souvent tendance à faire l'amalgame ou à confondre un petit peu préparation mentale, psychologie, à associer plus ou moins les deux. Donc, bien que ce soit deux concepts assez proches, ce ne sont pas la même chose. Moi-même, en tant que préparateur mental, bien que j'ai eu des cours qui s'approchent un peu de la psychologie, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les formations ni les diplômes en tant que psychologue. Donc, il y a des sujets que je ne peux pas traiter. Moi, je suis vraiment sur l'aspect préparation mentale. Un distinguo que je fais assez régulièrement pour comparer et différencier facilement les deux, c'est le suivant, c'est qu'un psychologue va être un médecin qui va suivre des patients dans le but de soigner une maladie ou un problème. Moi, en tant que préparateur mental, je vais suivre des clients, donc ça va être des sportifs ou des non-sportifs, dans le but d'améliorer ou d'entraîner des habiletés mentales. Euh, des habiletés qui vont être la gestion des émotions, la concentration, la motivation, la confiance en soi ou la cohésion et d'autres thématiques. Mais je ne soigne pas de maladies. Les personnes avec qui je travaille n'ont pas de problème, hein. On pense souvent qu'on va voir un préparateur mental quand on a un problème de mental, qu'on est faible sur tel aspect. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une nécessité. On peut très bien aller voir un préparateur mental simplement en complément tout simplement pour s'améliorer, pour essayer de viser une performance encore plus élevée. Au même titre que la préparation physique va améliorer la vitesse, la force. Moi, je vais essayer d'améliorer l'attention d'un sportif, hein, sa gestion du stress, voilà. Concernant plus particulièrement le badminton, donc quel va être l'intérêt de la préparation mentale en badminton? Donc ça va être d'exploiter son plein potentiel. On connaît, alors vous connaissez, je le connais aussi, des sportifs qui sont très forts techniquement, tactiquement, physiquement, qui sont capables de choses extraordinaires en entraînement, mais qui, lors des compétitions, lors des échéances un peu plus importantes, vont avoir du mal à passer un certain cap ou vont jouer en deçà de leurs compétences réelles. Ce qui est toujours dommage et très frustrant à la fois pour le sportif, mais également pour son staff qui le suit, qui le suit dans son entraînement quotidien pour justement performer lors de ces événements. Donc le but de la préparation mentale, c'est vraiment d'être en pleine possession de ses capacités à un instant voulu, que ce soit lors d'une compétition à enjeu ou non. Et enfin, et j'en parlerai un peu plus en profondeur par la suite, le but de la préparation mentale va être vraiment de trouver l'état optimal pour performer, mais cet état est propre à chaque joueur. Chaque individu, chaque sportif, chaque badiste fonctionne différemment. Des choses qui vont fonctionner pour l'un ne vont pas fonctionner pour un autre. Donc ça va vraiment être un travail très individualisé. Donc je vais maintenant vous présenter mon mémoire. Donc ce mémoire a été réalisé lors de ma deuxième année de master en STAPS, lors de l'année scolaire 2019-2020. Lors de cette année, j'étais en stage au sein du club de badminton de Castelnau-le-Lez, à côté de Montpellier, qui est un club, sûrement le plus gros club de l'Hérault et l'un des très gros clubs de l'Occitanie, tant au niveau du nombre de licenciés qu'au niveau des performances. C'est un club qui a actuellement une équipe d'interclub en N2, donc un club assez important. Lors de ce stage, j'étais présent et disponible pour les joueurs sur les différents créneaux d'entraînement compétiteurs, les adultes de tout niveau, de national à départemental, ainsi que les jeunes compétiteurs. Et j'ai travaillé lors de ce stage avec plusieurs sportifs, mais pour le mémoire, pour cette étude, j'ai choisi de parler du travail que j'ai réalisé avec Victor. Alors, Victor, c'est un nom, nous l'appellerons comme ça par souci de confidentialité, hein, vous vous en doutez bien. Et voilà, j'ai travaillé avec Victor, qui est un joueur de 19 ans, qui pratiquait le badminton depuis 3 ans, et qui était à ce moment-là un compétiteur régulier de niveau des 9, des 8.
sur les 2 tableaux de simple et de double qui sont ses préférés. Ça a été une démarche volontaire de sa part et avec un réel désir de progresser. Et lors de nos entretiens, il m'a souvent parlé d'une problématique assez récurrente qui était des pertes de concentration. Il était souvent déconcentré, facilement distrait par ce qui se passait autour du terrain, ce qui se passait dans les tribunes, les gens qui parlaient à côté. Et le fait de sortir de son match et de s'en rendre compte, ça l'énervait. Il sortait encore plus de son match de ce fait. Il était en colère à cause de son manque de concentration. Et il avait tendance à perdre des points trop bêtement, trop facilement. Et se compliquer des matchs, notamment, qu'il aurait pu remporter plus facilement. Donc à partir de la demande du sportif, moi j'ai fait mes recherches au niveau scientifique, dans la littérature, sur cette théorie un peu sur la thématique de la concentration, sur ce que je te disais. Et je me suis servi d'un modèle théorique qui s'appelle le multi-action plan, donc qui est détaillé là sur la diapo, et qui décrit, en fait, il y a beaucoup de choses de noter, mais ça va décrire 4 types de fonctionnement, 4 types de concentration dans lesquels un sportif peut se trouver lors de la pratique. Donc il y a 2 types de fonctionnement, les types en haut, type 1 et type 2, qui vont entraîner une performance optimale. Et il y a 2 types, les types 4 et type 3 en bas, qui vont entraîner une performance sous-optimale. Le but va donc être de se retrouver dans le type 1 ou le type 2, voilà, lors de la pratique. Ces différents types de fonctionnement de la concentration sont distingués par 3 critères importants. Le premier, ça va être le contrôle de ses actions motrices et mentales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que l'on est conscient et est-ce que l'on contrôle ce que l'on fait lorsqu'on le fait, tout simplement. Lorsque je joue au badminton, est-ce que je contrôle la façon dont je vais réaliser mes coups? Est-ce que je me concentre sur ma prise de raquette, sur la façon dont je réalise un mouvement ou non? Voilà. On peut avoir un contrôle qui est plus ou moins élevé. Ensuite, le deuxième critère, ça va être le focus attentionnel. Donc, lorsque je joue, sur quels éléments je vais faire ma prise d'information. Donc, cette stratégie attentionnelle, elle peut être interne ou externe. Interne, ça va être une prise d'information sur soi-même, sur son corps, ses pensées, ses sensations physiques. Ou externe, ça va être ce qui se passe en dehors de soi. Donc, une stratégie fonctionnelle sur des éléments pertinents, ça va être une prise d'information sur l'adversaire, sur le terrain, le volant. Mais une stratégie externe, mais dysfonctionnelle, ça va être une prise d'information sur des éléments qui sont moins importants, moins pertinents. Par exemple, le gymnase, le public, d'autres choses qui se passent autour. Enfin, le troisième critère important, ça va être les émotions que l'on ressent lors de la pratique. Ces émotions peuvent être plaisantes ou déplaisantes, et dans les 2 cas, elles peuvent être soit fonctionnelles, soit dysfonctionnelles. Pour prendre un exemple, une émotion déplaisante, comme le stress ou la colère, qui a priori paraît négative, peut être fonctionnelle pour certaines personnes, parce que la colère, ben, ça va fournir de l'énergie. Le stress, ça va apporter une tension physique, une petite tension musculaire, qui, à bon escient bien sûr, peut être réellement intéressante pour la pratique du sport, et qui va apporter voilà, de l'énergie, du boost lorsque l'on joue. Au contraire, une émotion plaisante comme la joie, en train de rire, tout ça, ça peut être dysfonctionnel dans le sens où ça nous distrait et on va manquer d'énergie parce qu'on est trop dans la détente, entre guillemets, dans la rigolade, et on va pas être assez énergique sur le terrain. Dans le type de fonctionnement numéro 1, excusez-moi, vous l'avez peut-être remarqué, entre parenthèses, j'ai écrit le flow. Je l'ai remis sur la gauche. Le flow, c'est un état qui est caractéristique du type 1, c'est-à-dire où là, on a un contrôle de ses actions très diminué, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas ce que l'on fait, c'est automatique, on laisse faire. On a des éléments, on se concentre sur des éléments extérieurs, sur le terrain, sur l'adversaire, et on a des émotions très plaisantes. Cet état, que l'on appelle le flow, c'est un état, je pense qu'on l'a tous déjà ressenti si vous avez déjà joué ou vous avez déjà dû voir
des sportifs dans cet état, c'est le moment où on a l'impression que le temps ralentit un peu. Tout réussit, tout fonctionne comme on le voudrait. On arrive à lire le jeu de l'adversaire, à anticiper. C'est quand grossièrement on dit ben, ce joueur il est en feu, il marque sur l'eau. Voilà. C'est ce moment où tout réussit comme on le souhaite. Cet état de flow, mon sportif m'a déclaré lors des entretiens qu'il avait déjà ressenti. Et le but, ça va être justement d'essayer d'y revenir plus facilement. D'accord. Alors, dans la suite de l'investigation, donc après cet éclairage scientifique, j'ai continué de mener mon enquête. Tout d'abord pour vérifier quand même que la thématique de la concentration, c'était bien le problème Ouais, ouais, prioritaire c'est de une mon évidence. Après, sportif. il y a beaucoup de belles paroles sur ces axes-là, mais pour moi, ils Attends, ne seront pas suivis des faits, hein. Surtout que dans sa liste, il y a la moitié, c'est des OT, hein. attends. Fabien, est-ce que tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Donc, excuse-moi. Donc, je continue. Donc, sur l'investigation diagnostique, donc après avoir eu les entretiens avec le sportif, j'ai moi-même mené mon enquête quand même, après, avec un entretien semi-directif et lors d'une observation en compétition, plus les observations en entraînement, pour vérifier cette problématique de concentration, qui s'est en effet vérifiée par mes observations. Et au niveau quantitatif, j'ai également fait passer un questionnaire à mon sportif, un questionnaire très connu dans la psychologie sportive, qui est le TOPS, très utilisé. Et sur le graphique que vous avez, vous pouvez voir en noir sur la gauche à chaque fois les scores donc, de Victor sur différents critères qui nous intéressent ici, la concentration. Donc CE à l'entraînement et à la compétition, c'est le contrôle émotionnel, donc les émotions dont on parlait précédemment. Le CA, c'est le contrôle attentionnel, la prise d'information. Et enfin, PN, ce sont les pensées négatives en compétition. Et on voit que Victor, sur ses scores, comparé à des études de référence dont les populations sont similaires en âge et en niveau, sur ces études, il y a un peu de tous les sports, mais il y a notamment du badminton. On voit que Victor, il est bien en deçà des moyennes de référence. C'est-à-dire qu'il a un moins bon contrôle émotionnel et un moins bon contrôle de ses pensées négatives en compétition. Donc l'intervention. Pour rester sur le modèle scientifique que je vous ai présenté tout à l'heure, on a vu donc qu'il y avait 4 types. Et Victor, lors des situations où il ne performe pas au niveau qu'il souhaiterait, il se trouve dans les types 3 et type 4. Le type 3 qui est souvent caractérisé chez lui avec des émotions dysfonctionnelles et déplaisantes, de la colère où il gaspille de l'énergie. Et le type 4, hein, lorsqu'il est très distrait par tout ce qui se passe autour. Des gens qui vont parler autour, hein, même des encouragements, ça va le distraire et ça va le sortir de son match. Le but, ça va être qu'il remonte dans un type de performance optimale, type 2 ou en particulier le type 1. Donc, les chercheurs qui ont présenté ce modèle nous expliquent qu'il est possible d'intervenir avec des stratégies basées sur l'action et sur les émotions. C'est donc ce que j'ai fait lors de mon travail et mon suivi en préparation mentale avec Victor. Donc, pour l'action, j'ai choisi d'intervenir, et de commun accord avec le sportif, avec l'introduction d'une routine de pré-performance. Donc, une routine de pré-performance, c'est une procédure ou un rituel qui facilite l'apprentissage et la performance et qui donne au sportif le contrôle de ses émotions, de ses comportements moteurs et de ses cognitions. Cette routine, ça va être un ensemble d'actions physiques et mentales que l'on va faire juste avant de performer. Quand vous arrivez en compétition, avant de jouer, on réalise sa routine et ensuite on va jouer. Sur l'aspect émotionnel, j'ai choisi d'intervenir en imagerie mentale. Donc l'imagerie mentale, c'est le fait d'utiliser tous les sens pour créer ou reproduire une image dans son esprit. J'ai bien dit d'utiliser tous les sens, parce que souvent en imagerie mentale, on pense à le fait de visualiser, vraiment de se servir de la vue. Mais on oublie les autres sens, alors qu'ils sont très importants. Et si on veut travailler de manière efficace, il est aussi important de les solliciter, de les entraîner. Alors certains vont être plus ou moins intéressants pour le sport. Par exemple, le goût n'aura pas un grand intérêt, mais l'ouïe,
le toucher peuvent être intéressants en termes de sensations, et surtout un sens qui en est un plus ou moins, va être les images kinesthésiques, c'est-à-dire de percevoir et ressentir son corps, ressentir les sensations dans son corps, dans l'espace. Voilà. Ça va être des images qu'on va entraîner qui va être très important. Donc sur la suite de l'intervention, donc je vous ai mis une petite chronologie un peu de mon intervention avec ce joueur de badminton. On a réalisé 8 séances d'1 heure à 1 heure et demie. Donc le stage, je suis arrivé au club à peu près en novembre, mi-novembre, lors de la saison. Donc là a commencé la phase de diagnostic, les entretiens, questionnaires, l'observation sur le terrain. Il a eu, on peut le voir, une petite période de blessure de décembre à janvier, mais c'était plutôt au niveau des fêtes, donc pas trop d'impact. Et enfin, la phase d'intervention a réellement commencé à partir de mi-février jusqu'à mars, hein, et jusqu'à mai. Je l'ai mis également, on était en 2020, vous vous en souvenez malheureusement, je pense. On était dans un contexte sanitaire particulier avec le Covid, et à partir d'avril, on a eu le confinement, qui, vous le verrez, a un peu impacté euh, la suite de l'intervention. Au niveau de la procédure, donc pour la routine de pré-performance, tout d'abord, on l'a conçue avec le badiste. Pour ce faire, on se sert vraiment des éléments qu'il utilise déjà. Ça peut être des éléments d'échauffement classiques que vous connaissez, des fentes, du tipping, des cordes à sauter, enfin voilà, des éléments d'échauffement physique qui sont importants pour lui. Et on va rajouter une composante mentale pour essayer d'arriver au niveau, à l'état émotionnel requis pour la pratique et que le sportif cherche à atteindre. Une fois que cette routine a été conçue, on l'a tout simplement répétée pour qu'il apprenne et qu'il l'automatise un maximum. Au niveau de l'imagerie mentale, j'ai tout d'abord fait passer un petit questionnaire sur l'imagerie à mon sportif pour savoir son niveau un peu en imagerie, s'il en avait déjà fait ou pas, et à quel point ces images étaient nettes. Et enfin, on a fait un travail, somme toute assez classique d'imagerie, avec tout d'abord une initiation, avec des exercices un peu décontextualisés, puis contextualisés. Ensuite, on a fait un travail technique, c'est-à-dire qu'on s'est servi d'imagerie mentale pour vraiment faire un travail technique d'entraînement sur des coups bien précis. En l'occurrence, avec lui, on avait travaillé le revers de fond de cours et le contre-amorti côté coup droit sur la gestuelle, vraiment. Ensuite, en imagerie mentale, on a fait quelques scénarios de concentration lors desquels je lui dictais le déroulement d'un match ou d'une compétition, où je faisais intervenir, moi, dans mes consignes, des éléments distracteurs, et j'évaluais un peu la façon dont il se concentrait et dont il se reconcentrait dans son match. Et enfin, dû à l'arrêt de la pratique en fin d'intervention, il avait plus trop l'occasion de répéter la routine en entraînement et en compétition, donc on a continué de la travailler en imagerie mentale. Au niveau des résultats, alors, dû au fait, ben voilà, encore pareil, de l'arrêt de la pratique, je n'ai pas pu refaire passer le questionnaire TOPS sur les facteurs attentionnels, parce que c'est un questionnaire qui se sert d'entraînement et de compétition récents comme base. Par contre, j'ai quand même pu faire passer le questionnaire sur l'imagerie mentale, où on a vu que en début d'intervention, Victor était très bon, et il s'est encore amélioré suite au travail en imagerie mentale. Donc ces images étaient de plus en plus précises, de plus en plus nettes. Il arrivait à les modifier à sa guise. Au niveau qualitatif, donc par le biais d'un entretien individuel, il m'a déclaré que l'intervention en imagerie mentale avait servi à améliorer sa concentration et à réduire notamment les distractions externes. Il a déclaré plusieurs fois qu'il arrivait à mieux se reconcentrer dans les matchs. Et de ce fait, il ressentait beaucoup moins d'émotions négatives et de colère à voir qu'il était distrait. Il gérait mieux cette colère du fait de sa concentration améliorée. Il m'a déclaré également, d'une manière assez générale, et c'est pour ça que je le mets entre guillemets, que selon lui, l'intervention, qui était ici axée sur la concentration, avait amélioré son mental de manière générale.
Bien qu'à la fin, il ne pouvait plus jouer en compétition dû au confinement, il était toujours chez lui en train de faire du sport, en train de faire du renforcement musculaire, et il m'a déclaré plusieurs fois que il sentait qu'il avait un meilleur mental, ne serait-ce que pour faire des répétitions un peu difficiles en musculation, voilà. Enfin, au niveau des performances, ben, malheureusement, le contexte n'a pas permis de faire un retour réel sur les compétitions, puisque la pratique du badminton a été arrêtée. Donc, on n'a pas pu voir de performance en compétition ou même l'évolution de son classement. Donc, en conclusion, on voit, comme je viens de vous le dire, malheureusement, avec le contexte sanitaire particulier de l'époque, l'intervention paraît efficace, selon les dires du sportif, et le ressenti d'un sportif, c'est quand même le plus important. Donc l'intervention paraît efficace, mais les résultats sont quand même à nuancer, du fait du manque de preuves de terrain. Voilà. Il y avait un réel intérêt pour la préparation mentale, à la fois de Victor qui était vraiment intéressé et qui a vraiment apprécié l'intervention, mais également de la part de tous les autres sportifs que j'avais suivis à l'époque en stage, parce que c'était une démarche totalement gratuite et pas obligatoire, mais il y en a beaucoup qui étaient venus me voir et me solliciter. Et enfin, un point que je rappelle, c'est l'importance du profilage et des athlètes et de l'individualisation du coaching. Je le dis et je le redis, c'est vraiment très important d'individualiser le coaching parce que chaque personne va fonctionner différemment. Le modèle théorique que je vous ai présenté avec Victor qui fonctionne très bien dans le flow et d'autres sportifs fonctionnent très bien dans ce style-là. Actuellement, je travaille moi avec d'autres sportifs sur différents sports et j'ai notamment une athlète donc en athlétisme sur du sprint à haut niveau, hein, au niveau national, qui fonctionne à l'opposé. C'est quelqu'un qui fonctionne pas du tout de manière automatique, mais qui a besoin de contrôler sans arrêt ses actions, qui a besoin d'émotions négatives, mais qui vont lui donner de l'énergie et du boost. Donc, pour que chaque personne fonctionne de manière optimale, on a vraiment des coachings complètement différents. D'où l'importance du profilage des athlètes et du coaching adapté. Et enfin, je tiens à terminer avec une petite ouverture sur l'imagerie mentale, parce qu'on l'a vu en 2020 et 2021, le contexte a été un peu particulier pour les sportifs. Beaucoup ont dû s'arrêter de pratiquer. Mais l'imagerie mentale est un vrai remède contre l'arrêt de la pratique. Selon une théorie psycho-neuromusculaire, qui explique un petit peu le fonctionnement de l'imagerie mentale, la pratique de l'imagerie engendre une activité subliminale qui est identique à celle du geste réel, ce qui a pour conséquence une préactivation et l'entraînement du système neuromusculaire. Donc concrètement, il y a une étude en 2008 dont j'ai mis un schéma sur la droite, que vous pouvez voir. Sur la première ligne, en bleu, sur le cerveau, vous avez des petites zones en bleu clair qui indiquent les zones activées lors de l'imagerie motrice, c'est-à-dire lors de l'imagerie mentale en train de s'imaginer faire un mouvement. Sur la ligne en dessous, en violet, ce sont les zones qui sont sollicitées au niveau du cerveau lors de la réalisation réelle de ce mouvement. Et enfin, sur la dernière ligne en bas, en bleu, ce sont les zones, en bleu foncé, ce sont les zones communes entre l'imagerie mentale et le mouvement réel. C'est-à-dire que lorsqu'on réalise un mouvement, on va solliciter des muscles, des articulations, des tendons, tout ça. Mais au niveau du cerveau, il se passe des choses. Il y a des connexions neuronales, il y a des liens qui se font au niveau du système neuromusculaire. Et l'imagerie mentale va solliciter les mêmes connexions, les mêmes zones du cerveau que lorsqu'on fait un geste pour de vrai. C'est-à-dire que l'imagerie mentale, du fait de l'entraînement de ce système neuromusculaire, d'automatiser toutes ces connexions, ça va permettre une amélioration et un entraînement beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide d'un geste technique. Alors pour progresser, il n'y a pas de secret, hein, il faudra toujours réaliser le geste pour de vrai, mais au lieu de partir de zéro et tout apprendre en réel, on peut déjà entraîner toutes ces connexions, tous ces automatismes au niveau cérébral, et il n'y a plus qu'à rajouter le geste pour travailler tout ce qui se passe au niveau articulaire, tendon, musculaire. D'autres études qui traitent de l'imagerie mentale, surtout dans un contexte de blessure, expliquent que
l'imagerie entretient la mémoire et ça facilite le retour au travail. Donc, suite à une blessure ou suite à une période d'arrêt pour X raisons, on peut toujours entretenir cette mémoire sportive et revenir plus facilement à la compétition. Une autre étude en bas qui a utilisé l'imagerie mentale dans le but de se fixer des objectifs, de maintenir la concentration, de favoriser une attitude positive vis-à-vis de la blessure et de gérer la douleur. Ces chercheurs-là stipulent que l'imagerie, quand elle est associée aux exercices de rééducation, elle faciliterait la guérison des sportifs, pour les raisons expliquées précédemment. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette ouverture un peu sur l'imagerie mentale, que j'ai poursuivi lors de mon stage et du travail avec le sportif que je vous ai présenté, et que j'utilise actuellement très souvent, parce que l'imagerie mentale a des bénéfices outre sur des thématiques précises comme la concentration, la gestion du stress. Ça a des bénéfices sur l'entraînement technique, concrètement, et également sur les périodes d'arrêt, donc les blessures qui font partie du monde du sport. Voilà. Merci pour votre attention. J'en ai terminé. Merci, Corentin, de ton intervention. Moins de 29 minutes exactement. Bravo. Bravo pour la temporalité. Je laisse la discussion. Tu peux peut-être enlever ton. Oui, non, le non, partage. remarque, non, tu peux le laisser comme tu veux, comme tu veux. Je laisse la porte ouverte, donc on va tenter. Hein. On est monté jusqu'à 30-35 personnes. Nous sommes 30 ou 31, puisque je crois qu'il y a quelqu'un qui est double dans le. Voilà. Je laisse la parole aux gens qui veulent poser des questions. Allez-y, lâchez-vous. On est là, et il est là pour ça. Julien, vas-y, Julien. Ouais, je me posais des questions par rapport à l'imagerie mentale et l'arrivée de nouvelles technologies, notamment les casques de réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a des travaux aujourd'hui autour de ça pour les athlètes et comment on pourrait l'utiliser? Très bonne question. Actuellement, je n'ai pas encore, je fais toujours un peu de veille scientifique. Je n'ai pas lu de travaux sur l'utilisation de ces casques de réalité virtuelle notamment. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment l'utiliser parce qu'en fait, les casques du coup vont remplacer le travail d'imagerie. Mais ça peut être une piste intéressante à approfondir. Mais actuellement, il n'y a pas, dans le monde sportif, je n'ai rien lu là-dessus encore. Okay. Je sais qu'il y a certaines personnes, certaines fédérations, notamment le football, qui travaillent avec effectivement de la réalité virtuelle. Hein, ils développent beaucoup ça, mais c'est pour préparer les gens à mieux actionner les choses. Alors, c'est pas de l'imagerie mentale, mais ça leur permet effectivement d'entraîner certaines habiletés au niveau de la vitesse ou en termes de lecture plus rapide que ce qui se fait habituellement, notamment pour les goals ou pour des capacités de gens qui sont plutôt en milieu de terrain, quoi, pour pouvoir voir beaucoup plus de choses que d'autres personnes. Oui. Excuse-moi, Cédric. Ouais, bonjour. Bonjour. Moi, je revenais par rapport à ce que tu as mis en place avec le fameux Victor. Tu Oui. parlais d'imagerie mentale, tu parlais aussi de routine de pré-performance. Comment est-ce que tu as mis en place du coup les éléments que vous mettiez dans votre routine de pré-performance? Est-ce que tu le quantifiais? Est-ce que tu lui posais simplement des questions pour réussir à mettre les bonnes actions, les bonnes pensées dans la routine de pré-performance? Alors, donc très bonne question. Donc pour concevoir une routine de pré-performance de manière la plus efficace, on part déjà de ce que fait déjà le sportif. Il peut avoir des comportements, il peut avoir des routines plus ou moins officielles qu'il a déjà tentées avec, comme je l'ai dit, hein, des éléments d'échauffement, voilà. Donc on part de ce qu'il fait. Je le questionne. On peut même se servir aussi de la vidéo un peu, si on le filme en vidéo en train de faire sa routine et analyser un peu ses comportements. Je le questionne sur la pertinence de chaque élément.
et sur l'intérêt de garder tel ou tel comportement. Et ensuite, sur les composantes mentales qu'on va rajouter, donc le côté un peu d'imagerie, le côté, nous on avait mis aussi ce qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire un mot significatif. Il y a certains athlètes qui en parlent, Léon Marchand, qui en a beaucoup parlé lors des Jeux Olympiques, il a l'utilisation d'un mot significatif, un mot déclic qui va lui servir à se mettre dedans. Ça va dépendre de l'état émotionnel, intentionnel, qui va être requis pour le sport. Donc pour le badminton, il faut être dans tel ou tel état. Et ça va dépendre aussi de l'état que souhaite avoir le sportif. En l'occurrence, là, Victor, il voulait vraiment être dans sa bulle. C'était surtout le côté concentration, être imperméable à ce qui se passait autour de lui qui importait pour lui. Donc avec lui, on a essayé de travailler sur le côté vraiment être dans sa bulle. L'imagerie et le mot significatif étaient en lien avec ça. Donc ça part vraiment de ce que fait déjà l'athlète, voir si c'est pertinent ou non, et ensuite voir ce dont on a besoin pour performer après. Ouais. Ok, très bien. Et autre question, du coup, la routine de pré-perf, elle était avant les matchs, elle était avant une compétition, elle était entre les points. Si vous l'avez, c'était à quel moment qu'elle était mise en place? Là, elle était mise en place avant les matchs, parce que c'était une routine aussi d'échauffement. Donc il y avait toute une composante. Lui, il faisait beaucoup de tipping, des exercices d'appui voilà, avec les pieds pour en faire monter un peu le cardio et échauffer les muscles. Donc c'était avant les matchs. Ok, merci beaucoup. Ah, Merci Cédric. Moi, j'ai une question. oui. Y a-t-il une différence entre une routine avant, une routine pendant et une routine après les matchs? Est-ce que toi, tu en fais une différence ou pas? Alors, les routines avant et pendant sont similaires parce que ça va être des routines pour être dans un état souhaité, dans un état optimal. Donc, la routine avant va comprendre un peu plus d'éléments d'échauffement en général, mais pendant un match, une petite routine va être beaucoup plus courte, mais on va retrouver des éléments similaires. Je sais que Victor, par exemple, hein, le mot significatif qui faisait partie de la routine, et il avait associé un geste, il regardait le manche de sa raquette, enfin voilà, il avait associé un geste propre à lui. Je sais qu'il le refaisait également, et il le refait actuellement d'ailleurs hein, de temps en temps avant de servir. S'il voit que hop, il va être un peu déconcentré, hop, ça lui permet de se remettre dans sa bulle, prendre son temps, être concentré au moment de servir. Les routines après un match, elles vont pas avoir exactement la même fonction, non? Parce qu'on n'est plus dans le fait de vouloir être dans un état. Le match vient de se dérouler, donc ça va être plus une routine de entre guillemets relâchement émotionnel et mental. Voilà. Merci. Des questions. Donc, je continue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être dans sa bulle? Être dans sa bulle, c'est lui, il exprimait ça dans le sens d'être assez imperméable à tout ce qui se passait autour de lui. C'était quelqu'un qui avait tendance à être très facilement distrait par tout ce qu'il y a autour. Même des encouragements, des consignes, ça avait tendance même ça à le faire un peu sortir de son match. C'est-à-dire qu'il pensait plus à ce qu'on venait de lui dire qu'à ce qu'il faisait réellement. Donc le côté dans sa bulle, c'était vraiment être concentré sur le moment présent, de penser vraiment à ce qu'il est en train de faire et pas ce qui se passe autour de lui, et arriver à diriger son attention sur des éléments pertinents et importants. Donc plutôt l'adversaire, hein,
le terrain adverse, mais pas des éléments qu'ils jugeaient impertinents. Ok. Je continue, hein, puisque je vois que tout le monde, je ne sais pas si vous hésitez, si vous avez peur. Vas-y. Fabien, ça y est, tu peux rouvrir ton micro, c'est parti. Bonjour à tous. Salut Fabien. Moi, je trouve toujours intéressant d'avoir un retour sur un athlète en particulier, mais j'avais plutôt une question d'ordre général, notamment sur Oui. de la détection de nos talents, savoir ce que tu pouvais en penser, Corentin. C'est que la dimension mentale de la performance, est-ce qu'elle est détectable comme d'autres habiletés? Parce qu'on est encore beaucoup sur de la détection des bons sportifs, de ceux qui ont une bonne raquette, mais peu sur finalement ceux qui ont les habiletés mentales pour pouvoir faire du sport de haut niveau, quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, avec toute cette hostilité globale qu'il y a avec un adversaire qui veut vous battre, qui veut vous battre sur un terrain. Et moi, ça fait quelques temps que je me bats avec ça avec les collègues. Je trouve qu'on a du mal à aller vraiment là-dessus. Et je voudrais savoir ce que tu en penses ou ce que les autres collègues peuvent en penser. Merci. Oui, c'est très intéressant. On en parle beaucoup, ça, de la détection justement des talents sur l'aspect mental. Oui, ça peut être réalisé, hein, l'identification d'un mental plus ou moins fort, entre guillemets. Alors ça va se voir déjà par rapport aux performances. Quand vous regardez quelqu'un jouer, euh, outre le côté technique, physique, ce qui va être intéressant, c'est de le voir lors des matchs en jeu, voir ses réactions, la façon dont il réagit face à une situation un peu compliquée, quand il est dos au mur. Mais après, ça va passer beaucoup par du questionnement. Ça va parler avec l'athlète et pour savoir tout simplement comment lui fonctionne. Parce que chacun va fonctionner vraiment différemment. Il y en a où être en colère, être assez négatif, entre guillemets, il y en a pour eux, ça va être vraiment un carburant, ça va les booster. Dès qu'ils sont dans l'adversité, ils vont se révéler. Et ça va être vraiment intéressant de travailler là-dessus. Alors qu'il y en a d'autres où ils sont beaucoup moins là-dessus, ils vont être plus sur des émotions beaucoup plus plaisantes, ils vont être sur une communication un peu plus positive, moins dure. Ça va dépendre de chaque individu. Donc ça peut s'observer un peu dans la façon de jouer, dans les comportements, mais ça passe, selon moi, beaucoup par du questionnement, tout simplement. Du coup, je rebondis, faire Oui, des tests de personnalité type Ennéagramme avec des joueurs déjà identifiés, ça pourrait être intéressant, notamment pour les entraîneurs, pour connaître un petit peu comment ils fonctionnent, sur quels aspects on pourrait un peu plus insister ou pas avec eux. oui, tout à fait. Oui, oui, selon moi, ça paraît intéressant, des tests de personnalité, ou oui, pour savoir un peu, oui, comment chacun fonctionne, comme tu dis. Moi, ça me paraît un aspect important. Je me permets, hein, Oui, Fabien et Corentin, pour aller dans ton sens, Fabien, et on se connaît et vous me connaissez un petit peu aussi, hein, la plupart d'entre vous. Bon, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis des années. Et quand le pôle espoir à Toulouse, donc c'était en 94-95, donc ça remonte, hein, quand il est ouvert, j'avais demandé, moi, à la psychologue qui était et psychologue et préparatrice mentale, de profiler un petit peu les athlètes sur des éléments qui me semblaient moins importants à ce moment-là. Ça aussi, ça évolue, notamment sur la détermination et la persévérance. Et parce que je ne savais pas du tout si c'était possible de profiler les jeunes là-dessus. Alors, les jeunes avaient 14 ans, 13, 14, 15. Et bon, elle m'avait dit oui que c'était possible. Et elle avait profilé les athlètes autour de ça. Et notamment, il y en avait deux qui étaient apparemment hyper persévérants par rapport à ces éléments-là. Et moi, ça m'a permis de temps en temps, non pas d'aborder les choses de façon tranquille et tout, mais de pouvoir rentrer un peu plus dedans dans l'athlète quand il n'était pas dans la dimension dans laquelle je voulais qu'il soit. Et ça m'a aidé parce qu'effectivement, ces athlètes-là pouvaient entendre certaines choses de façon plus dure que d'autres. Alors, je ne sais pas si ça rentre un peu là-dedans, Fabien, ok, mais pour moi, c'était ça aussi lié à ce que l'entraîneur, c'est-à-dire ce qu'on est et ce que vous êtes un peu plus que moi maintenant, quelles sont les valeurs qui vous semblent importantes mentalement que l'athlète doit avoir.
Donc, au regard de ça, je pense qu'on peut se diriger vers des préparateurs mentaux ou des psychologues pour savoir si ça peut être profilé ou pas. Je ne sais pas si ça répond un peu à ton questionnement, Fabien. Oui, oui, ça répond en partie. Moi, je suis toujours étonné que le traitement qu'on fait de la dimension mentale de la performance soit si faible dans notre sport. Et on a tous, avec l'expérience que pas mal d'entre nous ont autour de cette visio, eu tout un tas de matchs où on ne comprenait pas pourquoi nos joueurs on avait l'impression qu'ils pouvaient gagner tel match ou telle compétition ou tel titre, et finalement, ben, l'avait pas, ou on avait cru en tel ou tel gamin, et finalement, on se rendait compte que ben, la pratique d'un sport de haut niveau, avec tout ce que ça comporte comme complexité mentale, eh ben, c'était pas quelque chose qui était fait pour eux. Est-ce qu'on n'aurait pas pu identifier ces choses-là plus en amont, avoir un travail beaucoup plus dans le détail? Et je trouve que sur cet aspect-là, on a fait énormément de travaux dans notre sport et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui sont allés aussi loin dans la formalisation. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait qu'on s'arrête, bien évidemment, et qu'on continue, mais je trouve qu'on est pas mal dans tout ce qui concerne l'aspect technico, tactique, même physique, physiologique, mais que sur la dimension mentale et la performance mentale dans notre sport, je trouve que là, on est quand même assez loin du compte et qu'on est qu'au balbutiement de ce qu'il faudrait qu'on fasse pour pouvoir gagner de belles et grandes médailles. Oui. Tu as raison, alors tu as raison, Fabien. Le truc qui est un peu bizarre, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà travaillé avec des préparateurs mentaux, hein. Même l'INSEP ont travaillé pendant des années avec quelques préparateurs mentaux, préparatrices mentales. Mais derrière, il n'y a jamais eu de. Enfin, si, il y a eu quelques outils quand même qui ont été lancés, mais très très peu et très très peu diffusés. Et c'est bien dommage. Et après, il y a chacun d'entre vous, sans doute, vous avez déjà fait appel, alors pour des athlètes ou des athlètes que vous connaissez qui ont fait appel, mais il n'y a jamais eu en tout cas, un rassemblement de tous ces travaux-là pour en faire quelque chose de plus construit. Voilà. Alors, et pourtant, je pense à ce que j'ai fait moi, mais à ce que fait aussi Frédéric Dor, hein, notamment avec son préparateur mental qui fait intervenir depuis des années. Il y a des tas de choses à. Ouais, ouais. Alors, je te rejoins, ou je te rejoins, Fabien. Je pense que beaucoup de choses sont faites, mais de façon disparate, et c'est jamais mis en commun. Léo, Léo, vas-y. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à ton diapo, surtout Oui. par rapport à ta gestion des émotions que tu as évoqué un petit peu. Oui. Tu as parlé de stress, de colère et peut-être un petit peu de peur, mais est-ce que tu sais comment ces émotions induisent un petit peu sur les points en général, sur le point d'après par exemple? Est-ce que tu as étoffé un petit peu ça ou pas du tout? Sur le point d'après, tu parles Ouais. pendant un match Ouais, sur un match, en fait, comment est-ce que ces émotions peuvent avoir des conséquences sur le point d'après? euh, alors, ces émotions elles vont surtout avoir des conséquences sur le sportif. Et ce qui va être intéressant, c'est comment lui, il répond. C'est-à-dire que le côté peur, colère, certains vont être un peu paralysés, entre guillemets. Quand on a peur de faire une faute, quand on a peur de mal jouer, on, on va se restreindre, on va se paralyser, on va prendre beaucoup moins de risques, hein, et donc on va avoir un jeu un peu moins intéressant. Alors que si selon la façon dont on y répond, on peut au contraire essayer de surmonter ça. La colère, il va y avoir un côté. La colère, ça fournit beaucoup d'énergie au niveau musculaire, tout ça. Donc, il va y avoir un côté de défoulement. Donc, est-ce qu'on arrive à gérer ce défoulement et à bien le concrétiser avec, voilà, tout simplement des points juste après ou avec beaucoup d'intensité, un style de jeu très agressif, par exemple, beaucoup d'attaques, ou est-ce que ça va être défoulement, mais pas du tout contrôlé, avec beaucoup de fautes, beaucoup de. Voilà. C'est
les émotions vont avoir des effets, mais c'est surtout la façon dont répond le joueur, en fait, par rapport à ses émotions. Ok. Est-ce que tu as des, Oui. entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, des comportements généraux attribués aux émotions? Ou est-ce que tu as juste observé tes résultats sur un seul athlète? Est-ce que, par Euh, exemple, dans 50% des cas, la colère induit des résultats négatifs ou pas? Est-ce que tu as cherché là-dessus? alors, je pourrais pas te répondre avec des statistiques vraiment comme ça. Après, j'ai suivi, enfin, là, je parle d'un sportif, mais j'ai suivi de nombreux sportifs. Alors, en badminton, un peu, mais c'est pas forcément le sport dans lequel j'ai le plus de sportifs avec lesquels je travaille. Mais il y a quand même, en général, oui, des réactions assez typiques. Typique. Ouais, oui, notamment par rapport à la question du stress, la gestion du stress, de l'anxiété. Bah, c'est une thématique qu'on connaît, hein, comment on gère l'anxiété, le stress dans une compétition. Et ben, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui vont, ce que je disais un peu, c'est se braquer, Ouais. enlever toutes les prises de risques et donc avoir un jeu un peu plus stéréotypé, un peu moins incisif, hein. Si on veut parler un peu plus technique, on va voir qu'il y en a beaucoup qui vont avoir tendance à ben, relever les volants facilement, avoir tendance à essayer de relever, jouer au fond et ne prendre plus aucun risque, quoi. Ok, ça marche. Merci d'avoir répondu. Avec plaisir. Oui. Ouais. Autre question? Il nous reste encore 5 minutes, donc il faut profiter quand même, hein, même si je rappelle qu'il n'y a pas des questions bêtes, hein, ok, il n'y a que des questions qui attendent des réponses, et en tout cas si c'est possible, quoi. Moi, j'ai une question. Oui. C'est un peu dans la continuité, je pense, ce que dont parlait Fabien. On parle beaucoup de la préparation mentale des athlètes. Est-ce que les entraîneurs auraient besoin aussi de comprendre, eux, leur état mental pour pas peut-être influencer négativement l'athlète ou les athlètes qu'ils encadrent? Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que l'auditoire pense de cette question-là? Alors, il n'y a pas de question idiote, donc j'y vais, hein. Non, non, c'est une bonne question. Alors sur la question des entraîneurs, justement, la préparation mentale pour les entraîneurs, c'est intéressant aussi. Il y a du travail à faire, que ce soit sur des thèmes comme la communication, tout simplement. La communication, c'est que c'est très important. Il y a des manières de communiquer, plus ou moins adaptées. Ça va être plus ou moins adapté de manière générale ou aussi par rapport à un sportif, hein. Quand on a vu que tel sportif fonctionnait comme ça, eh bien, on va essayer d'adapter sa communication dans ce sens. Dans tout ce qui est consignes, coaching aussi, il y a des choses à dire, des choses à ne pas dire également. Donc, oui, au niveau des entraîneurs, ça peut être intéressant. Et quand j'étais toujours en études, du coup, lors de mon master, la première année, j'avais fait mon mémoire, parce on avait deux mémoires en master. La première année, j'avais fait mon mémoire dans un club de football américain dans le sport collectif. Et j'avais étudié, là c'était pas de l'intervention, c'était purement du recueil de données, du traitement statistique. Et j'avais étudié les effets du leadership de l'entraîneur. Donc les différents styles de leadership. Quelqu'un qui est plutôt dur, plutôt cool entre guillemets avec les joueurs, hein, qui favorise ou non la cohésion, tout ça. Et j'avais étudié les effets donc, du style de l'entraîneur, du leadership, hein, sur la cohésion de l'équipe. Parce que le football américain, outre le côté collectif, hein, l'origine culturelle du sport fait que la cohésion est vraiment très mise en avant dans ce sport. Et en effet, le style, la façon d'être de l'entraîneur, son style de leadership qu'on appelle, avait des effets sur la cohésion.
Et après, on sait que la cohésion, dans un sport collectif, en tout cas, la cohésion est fortement liée à la performance. Donc oui, enfin, je te rejoins sur l'importance de la préparation mentale aussi pour les entraîneurs. J'ai un exemple à donner, mais je laisse la parole à Léo. Oui. Bah, c'était peut-être la même question que... Non, je sais. Léo, tu voulais poser une autre question? Oui, non, Ah non, non, pas c'est du bon, tout. c'était. Ah, ok, tu Excuse-moi. avais laissé la main. Ok. Détier. Je t'ai pas oublié, Détier, c'est super, je suis content. À toi. Ah d'accord, merci beaucoup, merci Michel. Moi j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de stress et en même temps vous avez parlé de le moment plaisant dans un match qui peut vous mener à perdre un point ou bien à perdre un match. Oui. Donc la question c'est de savoir par exemple quelle stratégie mentale adopter pour maintenir un avantage lorsqu'on mène un set ou bien on mène un match. Très bonne question. Alors, la stratégie mentale, là, alors, c'est toujours pareil, hein, j'y reviens à chaque fois mais, sur toutes mes réponses, mais c'est vrai que, enfin, pour moi, ça me paraît vraiment primordial. Je le redis, ça va dépendre des sportifs. Il faut savoir comment chacun fonctionne. Mais selon comment fonctionne la personne, souvent quand on mène un point, quand on mène un match ou un set, il y a toujours cette question de ben, est-ce qu'on va réussir à gagner le set, à conclure le match. C'est toujours la partie la plus difficile en badminton. Et quand on n'y arrive pas, c'est souvent qu'on a tendance à se projeter sur la fin du match un peu trop rapidement. On a tendance à penser au fait de gagner avant trop rapidement. Ou, à contrario, on a peur des fois de ne pas gagner. C'est-à-dire qu'on est à l'avance, on se dit, ben là, je suis obligé de gagner, mais j'ai peur de ne pas y arriver, alors que normalement, je suis censé le faire. Dans ces cas-là, pour moi, ce qui est important, c'est de remettre les pensées, vraiment recentrer les pensées sur des éléments importants, sur des éléments pertinents. C'est là que ça va dépendre de chaque joueur, mais pour certains, ça va être sur eux-mêmes. Ça va être important de se reconcentrer sur soi-même, que ce soit par exemple sur ses sensations physiques. On peut, pour éviter de penser à la fin du match, hein, aux conséquences que vont avoir la victoire ou la défaite. Voilà. Pour éviter de penser à tout ça, on peut se reconcentrer sur soi, donc soit sur ses sensations physiques, soit sur le jeu, son jeu, sa technique. Euh, Ça peut être aussi sur la tactique. Repenser tout simplement à des aspects beaucoup plus concrets, plus tactiques. Bon, ben, je vois que là, dans ce match, j'ai gagné beaucoup de points en jouant de telle manière, de telle manière. Voilà, je vais essayer de revenir sur du jeu comme ce qui a fonctionné précédemment. Donc, refaire ça et pas au contraire précipiter les échanges. Ou alors, ça pour des adversaires qui fonctionnent mieux sur des éléments extérieurs, dans ce cas-là, on va essayer de, toujours pareil, prendre des informations, mais un peu plus extérieures. On va se concentrer sur l'adversaire plutôt que sur soi-même pour pas déconstruire et dénaturer un peu ses gestes. Donc, pour pas trop penser à soi, des fois, il vaut mieux se concentrer tout simplement sur l'adversaire, sur le terrain, sur des choses comme ça. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment centrer les pensées sur des éléments importants et justement rester dans le moment présent et pas penser trop à la fin du match, hein, et aux conséquences potentielles. Merci Corentin, il est 13h01. Ah, Jobran, allez, une dernière. Allez, une dernière et puis après j'ai deux petits trucs à vous dire, puis ça sera fini. Allez, à 5, on a terminé. Jobran. Oui, il y a une dernière question. Merci. Alors, moi, ma question, c'est concernant l'imagerie mentale. Je voulais savoir, est-ce que c'est important, voire primordial, d'avoir une bonne maîtrise technique, une bonne maîtrise réelle de la situation ou du geste avant d'intégrer l'imagerie mentale dans son protocole d'entraînement? Est-ce que le fait de ne pas maîtriser le geste de façon optimale avant d'entamer le protocole peut inhiber les bienfaits de l'imagerie mentale, voire induire des erreurs dans la pratique? Tout à fait. Excellente question, excellente remarque, Joran. En effet, la maîtrise d'un geste, la maîtrise technique est importante. C'est-à-dire qu'il est compliqué de visualiser, d'imager correctement une geste, une action motrice, hein, si on ne la maîtrise pas soi-même.
Donc, ça va être intéressant soit de, tout simplement, si c'est quelque chose que l'on maîtrise, on va pouvoir le visualiser mieux. Si on ne le maîtrise pas, mais qu'on veut quand même travailler en imagerie mentale pour justement l'apprendre, ça va être intéressant de se servir notamment de vidéos et d'observer quelqu'un qui maîtrise. C'est pour ça que lors du Ouais. travail, moi, en imagerie mentale, avec le sportif, j'avais fait un peu d'analyse. On avait fait communément de l'analyse vidéo. On s'était servi sur des vidéos de joueurs professionnels. On avait regardé la technique de différents joueurs. Lui, je sais c'était un joueur, il aimait beaucoup Shu Tianchen, je crois, comme joueur professionnel. Donc, on avait regardé ensemble un peu la gestuelle, la technique, pour qu'il puisse s'inspirer d'une réalisation correcte. D'accord. Merci pour ta réponse, Corentin. Merci Jobran, merci Corentin. On va terminer, j'ai 2 ou 3 petites choses. La question que j'ai posée sur et la préparation mentale des entraîneurs. Il y a une fédération qui, dans 4 ans, va être au JO en tant que discipline en démonstration. Et le DTN a choisi de travailler avec les entraîneurs pour que eux soient un peu plus en maîtrise des outils de la préparation mentale, mais il leur demande de faire un travail sur eux-mêmes d'abord avant d'aller sur la préparation mentale. Ce que je trouve, j'ai pas lu beaucoup d'écrits autour de ça. Un écrit sur les émotions scientifiques qui est sorti il y a 3 semaines, non pas sur le badminton, mais sur l'escrime, où apparemment les émotions n'influenceraient pas, alors je parle d'athlètes de haut niveau, n'influenceraient pas la performance. Alors, c'est même la chercheuse dit qu'il faut quand même mettre un peu de nuance, mais en tout cas sur les athlètes de très haut niveau nationaux et internationaux, ça n'influencerait pas. Par contre, l'étude montre qu'il y a des émotions combinées à l'intérieur même d'une action que fait l'athlète. Et ça, c'est un peu nouveau, c'est que généralement, il y a plutôt une émotion qui serait un peu développée, alors que là, elle démontre qu'il y a plusieurs émotions en simultané. Et il y en a une qui peut-être de temps en temps prend le pas sur l'autre, mais c'est pas sûr. Voilà. L'avant-dernière chose, c'est le prochain webinaire a lieu donc le 12 décembre, le jeudi 12 décembre à la même heure. Et je vais vous envoyer, en tout cas, un petit mail très rapide là, pour que vous puissiez renvoyer 2-3 lignes sur un petit peu ce que vous avez pensé de la thématique et du webinaire que Corentin vous a présenté. Je vous remercie pleinement encore d'avoir été, pas 2104, mais pratiquement on était 1000 personnes. En tout cas, merci de votre écoute. Et puis, encore une fois, n'oubliez pas que ces webinaires ou les colloques ou autre chose, c'est fait pour picorer, pour prendre des choses auxquelles on avait pensé ou pas du tout, ou en tout cas pas creuser de cette façon-là. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes, puisqu'il y a eu des jeunes filles et j'en suis ravi. Voilà. À très vite. À bientôt. Corentin, Jobran, Flore. On peut rester sur le même lien. À bientôt pour tout le monde. Au revoir.